Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission que je vous propose autour du dev mobile tous les jours et l'objectif c'est de faire entrer tout ça en une dizaine de minutes. Alors est-ce que je vais y arriver? Eh bien mystère, d'autant qu'il y a pas mal de sujets à voir ensemble aujourd'hui, majoritairement autour d'Android en première partie et un peu plus variés en deuxième. Alors sans plus attendre, eh bien on commence tout de suite. Pour commencer, on va faire un gros retour dans le passé et plus précisément en 2007. Alors pour ceux qui n'ont pas un vent de nostalgie, c'est l'année de présentation de l'iPhone, mais aussi d'Android. Et Brian Sweetgan, qui travaille aujourd'hui chez Tilt5, il a passé quasiment 10 ans à travailler sur différentes thématiques autour d'Android chez Google. Et sur son site officiel, il vient de dévoiler plein de vieilles photos, notamment celles qui ont été prises lors de la première présentation d'Android en interne. On peut y voir une salle comble, mais aussi les fameux robots jaunes, bleus et verts qui font l'objet de plein de fantasmes. Mais si on regarde d'autres photos, on observe les prémices de l'interface avec notamment un launcher et plein de composants graphiques, qu'on aime ou pas d'ailleurs, comme les ListView ou les Autocomplete TextView. Bref, je vous ai mis le lien dans la description pour vous permettre de faire ce retour dans le passé. Et à être sur Android, je viens de vous parler de plusieurs vues, mais la mode est désormais à Jetpack Compose. Et grâce aux découvertes de Dylan, une partie de l'application des paramètres d'Android 14 l'utilise désormais, ce qui est d'ailleurs plutôt un signal positif. C'est notamment le cas de certains écrans liés aux applications ou aux notifications, et comme vous le voyez également sur cette capture, une refonte de la page d'accueil est aussi en cours, mais c'est un copier-coller de l'interface actuelle, mais qui est encore en cours de travail. Et en tout cas, bravo à Dylan pour cette découverte. Et à être sur Jetpack Compose, un bug a été ouvert pour demander à ce qu'il soit sorti des packages Android X pour accélérer le support des dernières versions de Kotlin. Car aujourd'hui, il y a un décalage entre les deux. Pour le moment, des employés de Google se sont refilés le ticket sans toutefois commenter, donc à minima, on peut dire que c'est pas un non. On passe ensuite du côté de Chrome OS, mais toujours sur Android, et on peut y lire qu'Android 13 va enfin arriver, car aujourd'hui les ordinateurs sont encore bloqués sur le runtime d'Android 11. L'idée serait donc de zapper Android 12, sachant qu'a priori il y a aussi des tests sur Android 14, et d'ailleurs je vous avais dit que sur Android 14 il y avait un meilleur support des claviers et des touchpads qui était prévu, mais bon, avant qu'Android 14 n'arrive, déjà on serait très content d'avoir Android 13. Puis on fait un petit demi-tour sur Android avec Chrome qui s'améliore sur Android, et comme vous le savez, très probablement quand vous voulez afficher une page web dans une application, vous avez plusieurs choix. Soit vous optez pour une WebView, soit vous ouvrez un navigateur à part entière, soit vous faites une sorte de moite-moite avec les Chrome Custom Tabs. L'idée c'est d'avoir une WebView basée sur Chrome tout en ayant la possibilité de personnaliser un tout petit peu l'interface. Mais jusqu'à présent, ces Custom Tabs s'affichaient en plein écran. Mais selon un article publié sur le blog officiel de Google, il est maintenant possible d'avoir un fonctionnement proche des bottom sheets, c'est-à-dire en s'affichant sur une partie de l'écran. Et le nom donné à la fonctionnalité est d'ailleurs assez explicite, c'est les Partial Custom Tabs. Pour l'utiliser, il suffit de prendre la bibliothèque Android X Browser en version 1.5, où vous pouvez ainsi donner la hauteur de cette fenêtre. Ensuite, c'est un sujet que l'on attendait depuis près d'1 an maintenant, à savoir l'arrivée de la Privacy Sandbox. L'idée c'est d'apporter sur Android ce qu'il existe déjà sur le web, c'est-à-dire une solution pour limiter les données partagées avec les régies pub, un peu à l'image de l'App Tracking Transparency sur iOS. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après de multiples previews, certains utilisateurs d'Android 13 vont pouvoir le tester en bêta. Mais a priori, le pool des utilisateurs sélectionnés sera complètement random, donc inutile de se enregistrer quelque part par exemple. Alors, avant de vous enthousiasmer, il faut quand même que je vous détaille ce qu'est la Privacy Sandbox, car ça regroupe deux choses. D'un côté, il y a ce qu'ils appellent les Privacy Preserving API, qui sont l'équivalent de ce qui se fait sur le web avec les topics ou le Fledge, et c'est ce qui semble faire l'objet de cette bêta. Mais ce que je trouve beaucoup plus intéressant dans la Privacy Sandbox, c'est ce qu'ils appellent le SDK Runtime, et je vous avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques mois là-dessus. Pour vous l'expliquer simplement, aujourd'hui quand vous utilisez un SDK de pub ou d'analytics, vous l'importez dans votre projet et par conséquent le code il a exactement les mêmes permissions que votre appli. Par exemple, si vous avez accès à la position de l'utilisateur, eh bien ces SDK auront aussi accès à la position. Et l'idée de ce SDK Runtime serait d'éviter ça en permettant d'avoir d'un côté votre appli et de l'autre les SDK de pub qui vivraient dans leur propre sandbox. Ça permettrait alors d'avoir plusieurs avantages. Déjà, vous auriez plus besoin de mettre à jour vos applis avec ces SDK car ils seraient diffusés en parallèle par le Google Play. Ça permettrait aussi de réduire un tout petit peu le poids de vos applis.
et forcément tous les bénéfices iraient vers les utilisateurs où les données sortantes seraient forcément beaucoup plus limitées. Alors corrigez-moi si j'ai fait une erreur, mais j'ai l'impression que ce n'est que la partie partage de l'identifiant publicitaire qui est concernée ici, et non pas le SDK Runtime, et par conséquent je trouve que c'est un tout petit peu décevant, mais bon, vu que c'est en cours, allez on va imaginer que ça va bientôt arriver, allez soyons positifs. Voilà, on a fait un bon tour des actus autour d'Android, et pour marquer la transition, place aux actus en bref. Comme cadeau de la Saint-Valentin, Firefox a sorti la version 110 de son navigateur, mais qui n'apporte pas grand chose de très intéressant. En revanche, Microsoft a fendu le cœur d'Internet Explorer en cette journée des amoureux en désactivant définitivement le navigateur de Windows 10. Ensuite, si vous êtes chez Free, certaines box utilisent Android comme la Freebox Pop et la Delta Pop. Seulement difficile de dire que ces box sont à la page car elles viennent tout juste de passer à Android 10, c'est-à-dire une version sortie en 2019. Après les découvertes d'hier sur les mystérieuses disparitions d'applications du Mac App Store, 1Password, qui était absent depuis des semaines, vient de faire son retour sur la boutique française d'Apple. Vous ne le savez peut-être pas, mais Google est aussi un fournisseur d'accès à Internet aux États-Unis via son offre Google Fiber. Ils viennent tout juste d'annoncer l'arrivée dans 3 villes d'un débit de 5 gigabits. En revanche, comme toutes les offres similaires aux États-Unis, elles ne sont pas données puisque les résidents devront payer $125 par mois. Et enfin, une excellente nouvelle pour tous les gamers parmi vous, il existe en effet un émulateur pour la PlayStation Vita nommé Vita 3K, et depuis le week-end dernier, il est compatible avec les téléphones et tablettes Android à partir de la version 7. A priori, il n'est disponible qu'en téléchargement sur GitHub. Ensuite, on reprend avec une affaire juridique qui pourrait faire sourire car elle n'a fait l'objet que d'une condamnation de 100 € en Allemagne, mais c'est pourtant avec un outil qu'il est fort probable que vous utilisiez, à savoir Google Fonts. Alors certes, vous aviez déjà probablement entendu dire que Google Analytics était illégal en Europe, car des données personnelles sont envoyées en dehors du continent. Eh bien pour Google Fonts, c'est exactement le même problème, car typiquement l'adresse IP est envoyée directement à Google à l'étranger, sans jamais que le consentement ne soit donné à l'utilisateur. Comme je vous l'ai dit, l'amende elle est pas si importante avec les 100 €, mais dans le jugement, il est question d'une majoration de 5% sur un taux de base depuis la fin janvier 2021, mais j'ai justement pas trouvé ce taux de base, donc quoi qu'il en soit, on est supérieur aux 100 €. Mais surtout, si le site en question ne se met pas en conformité, l'amende fait assez mal car elle peut atteindre 250 000 €, voire même une détention provisoire de 6 mois. Donc le conseil du jour, si vous utilisez Google Fonts, embarquez les polices dans votre appli, ou alors si vous utilisez le service, faites-le uniquement après avoir demandé le consentement. Sinon, vous risquez potentiellement d'y laisser quelques plumes. On poursuit avec GitHub Copilot, la célèbre IA pour nous les développeurs, et 2 annonces viennent d'être faites. D'une part, il est annoncé que la version de Codex sur laquelle est basée l'IA a été mise à jour pour améliorer les suggestions de code, et aussi réduire le temps nécessaire pour les envoyer. Par ailleurs, des sécurités ont été mises en place pour permettre de détecter des failles courantes comme l'injection SQL ou encore les identifiants écrits en dur. Mais surtout, la deuxième annonce concerne la disponibilité d'une version business où on nous annonce une version encore plus meilleure de détection des failles de sécurité, une gestion des licences entre les employés ou encore le support des VPN d'entreprise. Pour ce qui est des tarifs, c'est 10 $ par mois pour la version classique et c'est un peu plus cher pour celle business avec 19 $ par utilisateur et par mois, mais bon, j'imagine que les tarifs sont dégressifs si les licences sont prises par lot. Et on va terminer avec un sujet assez lourd puisqu'il est question de l'open source. Tout d'abord, je vous en ai parlé très brièvement en début de semaine, la bibliothèque Duo sur Flutter est massivement utilisée car elle fournit une version largement améliorée de la bibliothèque HTTP. Elle était initialement gérée par la communauté chinoise, mais son mainteneur principal a annoncé le week-end dernier lâcher l'affaire. Mais finalement, quelques heures plus tard, tout est rentré dans l'ordre car un de ses forks a repris la main dessus, et comme qui dirait, tout est bien qui finit bien. Mais autant Duo c'est bien terminé, autant la bibliothèque CoreJS fait polémique en ce moment. Alors certes, elle n'est pas vraiment liée au mobile, mais elle pointe du doigt les problèmes liés à l'open source. Alors sans vraiment rentrer dans les détails des fonctionnalités, c'est une lib très utilisée avec 9 milliards de téléchargements sur NPM, et c'est utilisé sur les principaux sites comme ceux de Netflix, d'eBay ou encore de LinkedIn. Et derrière cette bibliothèque, on retrouve une seule personne dont j'oserais pas prononcer son nom parce qu'il est russe, et d'ailleurs c'est un des problèmes dans cette histoire. Mais pour faire très vite, tout a commencé pour lui en 2012 où il est rapidement passé à temps plein et il a réussi à obtenir des soutiens autour des 2500 $ par mois, ce qui restait quand même assez peu comparativement au travail englouti et surtout à la popularité de sa bibliothèque. Malheureusement pour lui, ce n'était qu'un pic qui est progressivement tombé au fur et à mesure des années vers les 400 $ par mois,
alors qu'il continuait pourtant d'y travailler à temps plein. Ensuite, je vais pas vous détailler de son article parce qu'il est très long, mais disons qu'entre-temps, il a fait de la prison et qu'il est russe, autant dire qu'extérieurement parlant, il n'a pas d'énormes arguments en sa faveur. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il est bien sorti de prison, et à cause de ça, il est obligé de rester en Russie, peu importe qu'il soutienne ou non le gouvernement. Mais bon, on va omettre l'aspect politique de la guerre, et il y a quand même une question qui se pose de plus en plus, à savoir que pour beaucoup, l'open source est synonyme de gratuité, voire même d'un SAV gratuit. À tel point que le mainteneur de CoreJS, il se fait insulter car il ne travaillerait pas suffisamment dessus. Et finalement, si j'évoque ce sujet, c'est absolument pas sur le volet politique, mais plutôt pour la question sous-jacente, et elle est valable d'ailleurs pour toutes les communautés. À savoir qu'on se sert beaucoup de l'open source sans vraiment s'intéresser aux personnes qui sont derrière, typiquement au niveau des financements. Par exemple, est-il normal que les grosses sociétés que je vous ai citées comme Netflix et compagnie ne viennent pas contribuer financièrement à CoreJS? Eh bien c'est une question. Du coup, pour refermer ce Dev Café, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un petit débat dans les commentaires si de votre côté vous financez des projets open source. Mais si éventuellement vous le faites pas, l'idée c'est pas du tout de critiquer mais plutôt de comprendre si c'est plutôt parce que les modes de financement ne sont pas pratiques, est-ce que c'est plutôt parce que vous en avez pas du tout l'habitude, ou alors pour d'autres motifs. Bon bref, je vous laisse les commentaires ouverts sur ce sujet. En revanche, essayez s'il vous plaît d'éviter les sujets autour de la politique. Allez, sur ce sujet un peu compliqué, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et j'espère que malgré tout cet épisode vous aura intéressé et fait découvrir de nouvelles choses. Et comme d'habitude, chaque sujet traité a un lien dans la description si vous souhaitez en savoir plus. De mon côté, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Et si vous avez encore quelques petites secondes, n'hésitez pas à faire le petit like. Et moi de mon côté, je vous dis à demain.